Donc, bienvenue à tous. Je suis Jérémy Goldbaum, attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan. Bienvenue à la 6e session des rencontres culturelles francophones organisées par l'ambassade de France au Kazakhstan et l'Alliance française de Nour-Sultan, en partenariat avec les acteurs culturels de la France en Asie centrale, notamment les ambassades de France à, à Douchanbé, à Bichkek et à Tachkent, le réseau des alliances françaises, l'Alliance française d'Almaty, de Chimkent, de Karaganda, de Tachkent et de Bichkek, également les centres de français de Kostanay et d'Oust-Kamenogorsk, également les associations, Astana francophone et l'association d'Almaty Blablaté, que nous remercions très chaleureusement ce soir, et également l'association des étudiants francophones de l'université Nour-Sultan. Donc, tout d'abord, je vais laisser la parole à Monsieur l'ambassadeur Philippe Martinet, ambassadeur de France au Kazakhstan. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous, bonsoir Véronique. Je suis très heureux qu'on puisse avoir l'occasion de cette discussion avec tous les partenaires que Jérémy vient de citer. Je rappelais que l'Alliance française de Nour-Sultan est co-organisatrice avec l'ambassade de France au Kazakhstan, que cet événement, comme vous l'avez dit, c'est un événement Asie centrale en fait, avec les ambassades de France au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Et puis, je trouve que c'est un événement qui est très approprié pour le Kazakhstan, parce que le Kazakhstan est un pays très numérique qui veut avancer dans ce secteur. Et je pense que l'état d'urgence, toute cette situation de crise que nous vivons dans le monde entier, a été l'occasion de faire encore plus de progrès au Kazakhstan. Et je suis très, très heureux vraiment que notre ambassade soit en première ligne dans ces progrès du numérique au Kazakhstan. J'espère qu'on fera beaucoup mieux, beaucoup plus, même quand la Covid-19 sera terminée. Je voudrais remercier tout particulièrement, très chaleureusement, Véronique Roger-Lacan, notre ambassadrice auprès de l'UNESCO, parce que c'est vraiment unique d'avoir l'occasion d'échanger avec un témoin de première main sur une institution multilatérale aussi importante. Je pense que la discussion est très appropriée par son sujet aussi pour le Kazakhstan, parce que la question du patrimoine au Kazakhstan, et nos amis kazakhstanais le savent beaucoup mieux que nous, c'est une question de reconquête de la culture nationale, de reconquête de la culture kazakh. Ça passe aussi bien par le patrimoine matériel, le monument auquel tout le monde pense quand on parle de patrimoine et de culture patrimoniale au Kazakhstan, c'est le mausolée d'Ahmed Yassawi à Turkestan, et qui est déjà très couvert par un certain nombre de règles de l'UNESCO depuis de longues années, et qui travaille à son développement en liaison avec l'UNESCO. C'est aussi très important. Et là, en tant qu'ambassadeur de France au Kazakhstan, je me suis déjà attaché à le rappeler aux autorités. C'est aussi très important que justement l'UNESCO puisse être écoutée, alors que le Kazakhstan essaie de mettre en valeur sur le plan touristique ces grands sites patrimoniaux. Il y en a d'autres, hein, que celui d'Ahmed Yassawi, il y a la tombe de Joshi à Karaganda, il y a le mont Ulita, etc. C'est aussi important parce que pour le Kazakhstan, tout le volet patrimoine immatériel est un des vecteurs les plus forts, les plus riches de réappropriation de son patrimoine. Comme c'est une culture orale, une culture de tradition nomade, il y a eu très peu d'efforts de codification, de transcription, d'inscription dans du solide de ce patrimoine immatériel. Et le Kazakhstan l'a très tôt compris, et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été inscrites. J'ai regardé la liste. Nauruz, la grande fête du printemps, a été inscrite dans la liste du patrimoine immatériel. Il y a des choses qui sont en cours, je sais très bien la chasse aux faucons. Il y a des jeux traditionnels dont je ne connaissais même pas les noms avant d'apprendre qu'ils étaient sur cette liste du patrimoine immatériel et en cours d'inscription. Donc, je pense que c'est très, très important pour le Kazakhstan, et je suis sûr que ça sera très intéressant pour tous nos amis francophones qui sont là à cette discussion. Donc, encore merci aux organisateurs, merci à l'ambassadrice, et je vous souhaite vraiment une discussion très intéressante. Bonsoir Madame l'ambassadrice. Donc, comme Monsieur l'ambassadeur l'a rappelé, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, Madame l'ambassadrice Véronique Roger-Lacan,
pour parler de l'UNESCO et de vos missions en qualité d'ambassadrice de France auprès de l'UNESCO. Donc, tout d'abord, peut-être pour rappeler ce qu'est l'UNESCO. Donc, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est une agence, c'est une institution spécialisée de l'ONU, donc de l'Organisation des Nations Unies, qui a été fondée en 1945 dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et des violences racistes qui avaient eu lieu. Depuis 1958, comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, l'UNESCO possède ce siège à Paris composé de 4 bâtiments dont l'étoile à 5 branches. L'UNESCO est un acteur du multilatéralisme qui agit en faveur de la paix par la coopération culturelle dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, qui agit également pour la défense de l'égalité des genres. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir vous avoir aujourd'hui comme invité pour discuter de cela avec vous. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Bonsoir à tous, bonjour aux Parisiens, bonsoir à tous les membres de l'Asie centrale qui sont dans cette discussion. Merci infiniment à vous, Jérémy, à Monsieur l'ambassadeur, à toutes les alliances et aux ambassades de France en Asie centrale d'avoir pris l'initiative d'une telle rencontre. Toute notre admiration pour les efforts que vous avez lancés pendant cette crise du Covid pour instaurer une communication à la fois numérique, comme le disait l'ambassadeur, et francophone entre tous ces États pour maintenir un lien essentiel. Bravo, donc fier de la diplomatie française, des alliances françaises en ce temps-là. Je suis aussi particulièrement heureuse d'être avec vous et en Asie centrale. J'ai en réalité un long passé, même s'il n'est pas très étayé, mais il est de longue date avec l'Asie centrale. Quand j'étais à l'OTAN, ça fait longtemps, j'avais comme un de mes portefeuilles était la coopération de l'OTAN avec les pays d'Asie centrale. C'était à la fin, juste après la dissolution de l'Union soviétique, les indépendances de toutes les ex-républiques d'Union soviétique et le souhait de ces républiques de s'ouvrir à tout ce à quoi elles n'avaient pas été ouvertes à ce moment-là et de coopérer. Donc, j'ai eu une première interaction avec l'Asie centrale très intéressante et je me suis rendue dans chacun des pays. Ensuite, à l'OSCE, tous mes collègues d'Asie centrale ont été des collègues essentiels, extrêmement proches. Et je suis heureuse du coup que vous me donniez cette occasion de me remettre en contact avec l'Asie centrale parce que en arrivant à l'UNESCO, j'ai constaté que c'était des États membres importants et que en fait on n'avait pas beaucoup le temps d'avoir beaucoup d'interactions avec eux. Pourquoi ce sont des États membres importants? Parce que d'une part, ce sont des États membres qui en effet ont été considérés assez longtemps, ce n'est plus le cas maintenant, mais comme des États successeurs donc de l'Union soviétique. Et on le voit par exemple quand on regarde les signatures, ratifications de la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, on voit que certains États sont des États considérés comme successeurs et que donc leur adhésion à cette convention est une adhésion de succession, alors que d'autres ont entrepris, donc je parle des États d'Asie centrale, alors que d'autres ont entrepris un processus de ratification et de signature sur la base de leur indépendance acquise à ce moment-là. Est-ce que, Monsieur l'ambassadeur, vous dites sur le Kazakhstan, c'est extrêmement important, intéressant, ce souhait de s'approprier les questions culturelles, scientifiques et d'éducation. Et tout ça, c'est essentiel à l'UNESCO. Vous l'avez dit aussi, Jérémy, l'UNESCO est une organisation du système des Nations Unies et donc qui a comme objectif, comme charte constitutive, de contribuer, comme l'ONU, à la paix et à la sécurité dans le monde. Et l'UNESCO contribue à la paix et à la sécurité dans le monde
dans les 3 domaines, maintenant un quatrième. Les 3 domaines d'origine, la culture, l'éducation, la science. Et maintenant, on a un nouveau domaine, l'information et la communication. Et pour chacun de ces domaines, on gère une pléthore de conventions. Donc, on est 193 États membres à l'UNESCO et on doit avoir une cinquantaine de conventions et de comités. Et pour arriver au travail de la France et de la délégation permanente de la France à l'UNESCO, nous sommes 4 diplomates. Donc, vous voyez que ce n'est pas beaucoup. 4 diplomates pour 193 États membres, 50 conventions, donc 50 comités. Et c'est, je dois dire, énormément de travail. C'est pour ça peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer aussi souvent que je l'aurais souhaité mes homologues d'Asie centrale et que je vous remercie de cette occasion qui m'est donnée de me plonger un petit peu plus dans ce domaine. J'ajoute quand même, ou je vous laisse peut-être, il y aura peut-être des questions et je peux continuer après, je pourrais continuer pendant des heures. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce que je continue ou... Oui, oui, bien sûr, vous pouvez continuer. Peut-être une première question justement sur cette thématique que vous venez d'évoquer. Pourriez-vous expliquer pour les Kazakhstanais ou les apprenants ou même les Français qui ne connaîtraient pas très bien l'UNESCO, quelles sont les priorités véritablement de l'UNESCO, notamment à l'heure actuelle? Alors, les priorités de l'UNESCO, comme je le disais, il y avait dans chacun des domaines, on a de grandes conventions qui sont les conventions fondatrices du travail à l'UNESCO. J'y reviendrai peut-être pour chacun des domaines. Et puis, on a aussi les priorités de la directrice générale de l'UNESCO, qui est la française Audrey Azoulay, l'ex-ministre de la Culture française, une ex-ministre de la Culture. Et Audrey Azoulay, quand elle a pris son mandat en 2017, est arrivée dans une organisation qui était assez immobilisée par des divisions politiques. Quelles divisions politiques? On avait eu en 2009 l'entrée de la Palestine à l'UNESCO. Et donc, c'est l'UNESCO est la seule organisation internationale du système des Nations Unies dont la Palestine est membre à part entière. Eh bien, vous imaginez que cette entrée de la Palestine à l'UNESCO a été le fruit d'un très long travail diplomatique du groupe arabe et d'autres États membres. La France a soutenu l'entrée de la Palestine à l'UNESCO. Mais évidemment, cela a généré, longtemps après, en 2017, le départ d'Israël et des États-Unis. Donc, on est arrivé, quand Audrey Azoulay est arrivée, on était dans une organisation qui était très sensible à toutes ces divisions. Donc, il y avait la division Israël-Palestine, il y a la question Russie-Ukraine pour tout ce qui est lié à la culture, la science et l'éducation en Crimée. Il y a aussi, c'est moins présent que dans d'autres organisations, mais quand même, il y a quelques sujets sur Arménie, Azerbaïdjan, pour le Karabakh, le Haut-Karabakh. Il y a un sujet Corée-Japon, il y a un sujet Chine-Japon, tout ça sur des dossiers culturels. Et donc, Audrey Azoulay a souhaité mettre fin aux manifestations de ces divisions qui sont des divisions plutôt du ressort du Conseil de sécurité, parce que c'est vraiment la paix et la sécurité dans son aspect gestion des crises, y compris politique. Et elle a souhaité que les États membres se concentrent sur de grandes thématiques consensuelles. Elle a donc engagé un travail de fond très important sur l'éducation de la femme et de la fille, priorité à laquelle la France contribue maintenant largement. Et j'ai vu que vous aviez diffusé une petite vidéo que la diplomatie française a confectionnée et qui donne le détail, le montant et le détail des projets. Audrey Azoulay a aussi souhaité, dans le domaine de la culture, montrer donc que l'UNESCO jouait un rôle consensuel de réunification et concret.
et elle a lancé un projet qui s'appelle faire revivre l'esprit de Mossoul. Et donc, pour faire revivre l'esprit de Mossoul, elle met en œuvre toutes les conventions agissantes dans le domaine culturel, mais aussi des projets de reconstruction de certains métiers artisanaux qui étaient en œuvre à Mossoul et qui n'ont plus été après sa destruction, la création d'emplois autour de ces métiers artisanaux, la restauration de lieux. Donc voilà, deuxième priorité dans le domaine de la culture, faire revivre l'esprit de Mossoul. Sa troisième priorité, et cela correspond à ce qu'a mentionné l'ambassadeur sur l'intérêt du Kazakhstan pour des progrès dans le numérique, c'est de faire adopter une charte éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ces trois priorités, donc elle est arrivée en 2017, elle a pu les faire acter par la conférence générale qui vient de se dérouler en novembre 2019. Voilà, je peux continuer sur. Après, je viens de parler de la conférence générale, etc. Je pourrais vous donner des explications. Après, peut-être une première question que je vais mettre en image concernant le classement des sites naturels et culturels. Je vais en présenter certains. La France en compte un grand nombre. J'ouvre le dossier d'image en même temps pour vous présenter une sélection, et notamment également de sites présents au Kazakhstan. Alors, la France, parmi les sites classés, les sites naturels, nous avons les lagons de Nouvelle-Calédonie. Nous avons également, dans les sites culturels, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, pardon, dans les sites naturels. Donc, il y a un ensemble de sites, également des sites disons, plus classiques. En fait, on retrouve à la fois des sites industriels qui présentent la culture de la France sous sa diversité. On trouve également un certain nombre de cathédrales, comme la cathédrale de Chartres, que je vous présente également ici. Donc, c'est à la fois le territoire métropolitain qui est représenté. On a également les dom-toms, un ensemble de territoires. En France, nous avons également le classement de pratiques culturelles, telles que la fauconnerie, dont Monsieur l'ambassadeur a parlé, que l'on partage également avec le Kazakhstan. Et concernant les sites, donc au Kazakhstan, parmi les sites classés, il y a le mausolée de Khoja d'Ahmed Yassavi. On trouve le château de Versailles à Paris et ses jardins, le parc national Altiné d'Almaty. Donc, il y a un ensemble de sites naturels et culturels qui sont classés. C'est quelque chose qui tient très à cœur les populations, de faire classer des sites historiques, de faire classer aussi des pratiques, que ce soit liées à l'alimentation, des pratiques culturelles qui peuvent se perdre, qui sont considérées comme immatérielles. Comment justement l'UNESCO classe, comment se passe ce principe de classement et comment est-ce que ensuite il est adopté et qu'est-ce que cela implique au niveau des sites en termes de conservation et en termes de maintien et de valorisation de ces sites? Merci, oui, merci pour toutes ces illustrations. C'est absolument le cas. Il s'agit de choses extrêmement concrètes. Je trouve pas si connu. On connaît le label UNESCO, le label patrimoine mondial dans le monde, et ça représente en effet énormément, mais l'énorme travail d'abord de mise aux normes des sites que l'on veut faire reconnaître, et ensuite, comme vous dites, de préservation, et ensuite de diplomatie pour obtenir ces nominations est très méconnu.
Mais revenons peut-être donc au fondement. Vous avez cité des patrimoines naturels, des patrimoines culturels, mais aussi du patrimoine immatériel. Donc, dans le domaine culturel, l'UNESCO agit sur 4 ou 5 conventions principales, sur la base de 4 ou 5 conventions principales. La première dans le temps est la convention de 1954 sur la préservation du patrimoine en temps de conflit. Et en tout cas, par exemple, l'Afghanistan, pas l'Asie centrale, mais c'est un pays important pour l'Asie centrale, est très actif dans le cadre de cette convention et très actif dans le domaine culturel à l'UNESCO. Et on a, voilà, ce qui est connu, c'est la reconnaissance, par exemple, du site des Bouddhas de Bamiyan, qui est intervenu après la destruction en 2001 des Bouddhas par les talibans. Donc ça, c'est la première convention de 1954. On a ensuite de 1977 sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, qui est une convention qui devient très, très, très importante en ce moment. J'y reviendrai un petit peu après. On a ensuite la convention 1972, donc, que vous venez d'évoquer à travers les photos que vous avez montrées, qui est la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Puis la convention de 2003, que vous avez évoquée aussi en parlant de la fauconnerie, sur la protection du patrimoine immatériel. Et enfin, la convention de 2005, qu'on aime beaucoup, nous, la délégation française, mais beaucoup d'autres délégations aussi à l'UNESCO, appelée la convention Chirac, parce qu'elle a été promue par le président Chirac. C'est la convention sur la promotion de la diversité culturelle, la promotion et la défense de la diversité culturelle. Donc, pour répondre à vos questions sur les reconnaissances des sites, donc sur la convention de 72, patrimoine mondial naturel et culturel, et 2003, patrimoine mondial immatériel, il s'agit donc avant tout, ou à la base, d'être nommé dans le comité intergouvernemental de ces conventions, qui ne réunit pas l'ensemble des délégations à l'UNESCO. Toutes les délégations sont signataires et ont ratifié ou mettent en œuvre sans l'avoir encore ratifié. Et puis, certaines délégations, certains États sont membres du comité intergouvernemental. Et ça, c'est le comité intergouvernemental, comme tous les comités de gouvernance à l'UNESCO, comme le conseil exécutif de l'UNESCO, comme d'autres comités de gouvernance, se réunit chaque année et les élections pour l'appartenance à ce comité intergouvernemental se tiennent tous les 4 ans. Je regarde, j'avais pris des notes pour voir, je pense que c'est le Kyrgyzstan qui est en ce moment pour l'Asie centrale membre du comité intergouvernemental du patrimoine mondial, donc de la Convention de 72. Et j'imagine que les États membres de l'Asie centrale ont peut-être entre eux une sorte d'organisation pour faire de sorte que les uns après les autres soient membres de comités, se répartissent les tâches. Pas mal d'États font cela, s'organisent comme ça. En tout cas, pour l'Union européenne, les États baltes, le Benelux, les Nordiques prennent des tours. Donc peut-être que c'est le cas pour l'Asie centrale. Le Kazakhstan est membre du comité de la Convention de 2003 sur le patrimoine immatériel. Et le Kyrgyzstan est aussi membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Et enfin, l'Ouzbékistan préside le groupe électoral Europe de l'Est de l'UNESCO. Voilà il y a encore d'autres comités sur lesquels je pourrais revenir. Donc, une fois qu'on est élu dans ce comité, on a un droit de regard et d'examen sur toutes les candidatures qui sont présentées sur ces sites.
comment se préparent les candidatures? Elles sont extrêmement longues et exigeantes à préparer. Je prends Davantage des l'exemple pouvoirs locaux qui préparent les dossiers ou ce sont des associations ou des pouvoirs nationaux? Comment est-ce que ça se répartit peut-être au niveau ça de… intervient, ça fait intervenir toute une grande série d'acteurs, associations qui, par exemple, font une proposition aux pouvoirs locaux, puis les pouvoirs locaux qui proposent leur candidature au comité national. Pour la France, par exemple, prenons l'exemple de Nice, parce que c'est une candidature que nous allons devoir traiter pour l'année prochaine. Nice, le maire Christian Estrosi voulait faire reconnaître la promenade des Anglais, universellement connue comme patrimoine mondial. Simplement, il y a un certain nombre de critères, dont le critère de la valeur universelle exceptionnelle que doivent remplir tous les biens considérés. Et les experts, quand on fait une première proposition, des experts, pas de l'UNESCO, mais de deux associations d'experts, l'IUCN pour le patrimoine naturel et ICOMOS pour le patrimoine culturel, et qui réunissent pour le patrimoine culturel des architectes, des historiens, de toutes sortes des archéologues. Et ces experts-là font un premier examen des candidatures, vont sur le site, font des recommandations. Ces recommandations sont prises en compte. Et ensuite, les dossiers sont constitués. Cela coûte extrêmement cher. Une expertise très précise doit être engagée par les structures qui présentent leur candidature. Et ensuite, une fois que les candidatures sont considérées comme des candidatures qui peuvent faire leur chemin, en tout cas au niveau national, elles peuvent être présentées au comité intergouvernemental, donc qui se réunit chaque année. L'ICOMOS ou l'IUCN sur les patrimoines naturels émettent un avis sur les candidatures. Donc c'est soit un avis, je ne me souviens plus des termes, mais recevable, soit un avis mitigé, soit un refus. Il arrive que des refus soient quand même, des candidatures qui ont été refusées soient quand même présentées. On a eu par exemple le cas l'année dernière d'une candidature présentée par l'Arabie Saoudite qui a quand même été reconnue malgré un avis négatif. Cela signifie que la diplomatie qui se met en jeu à partir du moment où une candidature est présentée et jusqu'à la réunion du Conseil intergouvernemental est extrêmement puissante et forte, d'où l'intérêt pour un État ou un groupe d'États d'être membre de l'un ou l'autre de ces comités pour la Convention de 2003 ou pour la Convention de 1972. Pour notre part, pour l'instant, pour la France, nous ne sommes membres ni du comité du patrimoine mondial, ni du comité du patrimoine immatériel de 2003. Et nous présenterons notre candidature pour le comité du patrimoine mondial en la Convention de 1972 en 2021. Voilà, c'est beaucoup de comitologie, mais… C'est vrai que l'UNESCO est davantage connue pour ses classements de sites. Ensuite, dans beaucoup de pays, je pense notamment en Afrique, on connaît davantage l'UNESCO pour ses actions en faveur de l'éducation, notamment des femmes et des jeunes filles. Est-ce que vous pourriez nous en parler justement davantage, puisqu'il s'agit d'une des priorités soutenues par la France? Oui, tout à fait. Alors, sur la priorité éducation de la femme et de la fille, c'est une priorité donc, qui irrigue l'ensemble du travail de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation. Le travail de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation est, comme dans les autres domaines, fondé sur quelques conventions, mais surtout, à la différence du domaine culturel, fondé sur l'action de 3 instituts principaux. On a un premier institut qui s'appelle le Bureau international de l'éducation, qui est basé à Genève
et dont le but est à la fois de collecter et de conserver toutes les archives des curricula, c'est-à-dire des programmes de formation utilisés dans l'ensemble des États membres. Et ensuite d'étudier, de comparer ces curricula, l'efficacité des uns ou des autres, les critères d'enseignement des uns ou des autres, et ensuite de proposer des expertises, des formations sur des questions qui sont des questions essentielles pour l'activité des Nations Unies et de l'UNESCO, par exemple une formation à la citoyenneté, des questions d'égalité, donc notamment femmes-filles, la lutte contre la discrimination. Et on a 2 conventions. La convention sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation, discrimination fondée sur le genre, la race, la religion, donc lutte contre ces formes de discrimination et favoriser l'accès de l'éducation à tous. Et maintenant, on a adopté à la dernière conférence générale une autre convention qui est la convention sur la reconnaissance universelle des diplômes. Et vous imaginez à quel point cette question est sensible pour favoriser le travail d'un médecin du Kazakhstan dans un hôpital à Paris. J'exagère parce qu'on est loin d'arriver à cette fluidité dans les échanges mondiaux dans le domaine professionnel, mais l'idée, c'est quand même d'arriver à… Justement, pour comprendre un peu plus précisément et peut-être faire comprendre aux apprenants, à partir du moment où la convention est adoptée, comment est-ce qu'elle prend place véritablement dans les échanges multilatéraux? Non, quand elle est adoptée à la conférence générale, ensuite, il revient en effet aux États membres de l'introduire dans leur droit national. Ce qui n'est pas fait au même rythme dans tous les États. Donc, le rôle de l'UNESCO a un rôle de conviction à effectuer auprès des États membres et d'expertise pour les aider à rédiger leur loi de ratification si c'est nécessaire. Et je crois que le travail que le bureau régional de l'UNESCO en Asie centrale, qui est basé à Astana, effectue notamment ce type de travaux. Vous aviez évoqué tout à l'heure ces difficultés rencontrées en 2017 par le départ des États-Unis et d'Israël. En 2020, l'UNESCO a obtenu une hausse de 3% des contributions obligatoires et de 40% des contributions volontaires depuis 2008. Donc, on peut, au regard de ces chiffres, analyser que malgré le départ finalement de 2 pays qui étaient quand même assez importants dans le budget total de l'UNESCO, et malgré un contexte quand même où l'on critique le multilatéralisme, où il y a des critiques qui émergent du multilatéralisme, on voit quand même que l'UNESCO apparaît comme un acteur du développement des liens entre les pays et un acteur, un symbole plutôt de réussite de ces liens-là, finalement, puisque les contributions perdurent alors même qu'on pouvait attendre des difficultés en matière de financement. Absolument. Vous mettez le doigt sur un sujet qui m'a occupé et qui a occupé mon équipe et toute la France active à l'UNESCO depuis mon arrivée, depuis septembre. La directrice générale, en effet, quand elle est arrivée, je l'expliquais, a hérité d'une organisation qui était divisée et qui avait des problèmes de financement. Des problèmes de financement, d'une part, parce que, en effet, les États-Unis et Israël avaient arrêté de payer leurs contributions depuis l'arrivée de la Palestine. Qu'ensuite, d'autres États membres, par exemple comme le Japon, avaient aussi arrêté de payer leurs contributions sur un autre sujet qui l'opposait à la Corée, sur un programme de patrimoine aussi, mais le patrimoine, la conservation du patrimoine documentaire, pardon. Et donc, par exemple, aussi pour le patrimoine documentaire, chaque État, chaque année, propose à des candidatures. Donc, la Corée avait et a toujours
le souhait d'inscrire tout le patrimoine documentaire sur ce qu'ils appellent les femmes de réconfort au patrimoine documentaire de l'UNESCO. Et le Japon s'y oppose. Et comme la tendance était très favorable à l'inscription de ce dossier des femmes de réconfort à l'UNESCO, le Japon avait arrêté de payer sa contribution. Audrey Azoulay est devenue, je la présente un peu comme Zoro qui a tout résolu, mais il y a un peu de ça. Et donc, elle a réussi à réenclencher le paiement par le Japon de sa contribution, premièrement. Ensuite, elle a souhaité que son administration présente, donc pour la première conférence générale qui allait sanctionner ou mettre de l'institutionnel sur ces projets depuis qu'elle était arrivée, donc la conférence générale de novembre 2019, elle a souhaité que soit présenté un budget qui ne comptait pas les parts d'Israël et des États-Unis. Ce qui signifie, et le budget ne bougeait pas, les programmes ne bougeaient pas, mais on répartissait du coup entre les 193 États membres qui restaient la part que les États-Unis et Israël ne payaient plus. Donc c'était un montant considérable d'augmentation de la contribution des uns et des autres. Deuxièmement, les budgets aux organismes des organismes des Nations Unies sont évalués sur la base du revenu national brut, qui est évalué tous les 4 ans à New York par le comité IDOAN. Et cette évaluation fait que, en fonction du PIB, les contributions de certains augmentent, d'autres baissent, etc. Ça permet une plus juste répartition de la charge totale. Voilà. Et donc, à la fin du compte, Audrey Azoulay, avec tout ça, a demandé un budget en hausse. Et un grand nombre d'États membres ont dit, par exemple la Russie, le Japon, la Chine, au départ, disaient « mais ma contribution augmente et donc je ne veux pas de cette augmentation ». Mais finalement, un grand nombre d'États membres d'Asie centrale peut-être, mais surtout d'Afrique, ont dit que eux, d'abord, certains voyaient aussi leur contribution augmenter, mais ils ont souhaité donner ce signal à l'UNESCO. L'UNESCO est une organisation importante du système multilatéral, importante pour nous. L'Inde aussi a tenu ce discours. C'est une organisation qui a été clé pour l'élaboration de nos politiques nationales culturelles, de nos politiques nationales d'éducation, de nos politiques nationales scientifiques. Depuis son existence, l'UNESCO nous a aidés à élaborer ces politiques-là et on a besoin de l'UNESCO. Et donc, on donne à l'UNESCO le budget qui lui permet de travailler correctement. Donc, c'est comme ça que tout ça s'est organisé. Et les contributions volontaires, chaque État membre propose les contributions qu'il souhaite. Alors, les contributions volontaires, ça peut avoir aussi un petit aspect politique parce que voilà, un État peut souhaiter financer par exemple la Suède, qui est l'État qui est le premier à promulguer une loi sur la liberté de la presse très tôt, au XIXe siècle, est très engagé sur la liberté de la presse. Il donne beaucoup d'argent, beaucoup de contributions volontaires. Et vous pouvez imaginer que des États pour lesquels la liberté de la presse n'est pas une chose aussi fluide que dans nos États, dans l'Union européenne par exemple, souhaitent contrôler et être dans les comités qui gèrent ces sujets-là. Et justement, concernant les contributions volontaires, elles sont donc portées davantage par les ambassadeurs auprès de l'UNESCO? Pas forcément, en fait, c'est un travail de sélection de chaque État, bien sûr, avec sa délégation. Et puis ensuite, pour nous, en tout cas, en effet, on a demandé à remettre de l'argent dans telle et telle priorité. Au cours des conférences générales ou des conseils exécutifs, la directrice générale et ses équipes disent voilà, je vais avoir tel projet, j'aurai besoin de contributions volontaires, etc. Ensuite, on fait notre choix. Et puis pour la France, c'est une évaluation des contributions à l'UNESCO, contributions volontaires à l'UNESCO, en même temps que toutes les contributions volontaires dans tout le système des Nations Unies, dans tout le système multilatéral, mais aussi bilatéral.
et notre contribution volontaire a augmenté significativement. Nous venons de le signaler à la directrice générale et cette convention d'augmentation de notre contribution volontaire sera signée au cours d'une cérémonie entre notre ministre Jean-Yves Le Drian et la directrice générale dès que l'on pourra organiser ce genre de cérémonie. Justement, nous parlons de ces montants, ces budgets qui paraissent assez importants. Au niveau de la façon dont ils sont dépensés, c'est à la fois pour des co-subventions, des subventions, ça peut être également des relations avec de l'expertise qui est proposée aux institutions ou au pouvoir public. Est-ce que l'UNESCO a également ce rôle davantage de laboratoire d'idées plutôt que d'investisseur? Comment est-ce que se répartissent finalement ces dépenses au niveau des actions concrètes? Oui, l'UNESCO a fournit beaucoup d'expertise, aide beaucoup à l'élaboration de politiques nationales. Et aujourd'hui, on a un petit tournant qui est opéré parce que l'UNESCO propose aussi d'être une organisation de projet. Et dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine culturel, mais surtout dans le domaine de l'éducation, comme d'autres organisations agissent pour l'éducation, par exemple l'UNICEF pour l'éducation des enfants, de la femme et de la fille, le programme des Nations Unies pour le développement, on a mis en place aussi la Banque mondiale, aussi a de gros programmes pour l'éducation, l'OCDE, et toutes ces organisations sont des organisations de projets qui financent des projets. L'UNESCO n'avait pas les moyens jusqu'à présent de financer les projets. Et du coup, petit à petit, elle a un petit peu perdu aussi son rôle d'organisation coordinatrice de la norme dans le domaine de l'éducation. Mais depuis 2017, elle est en train de Nous avons reprendre une question de ce Dilara rôle. Cherchenova, qui est présidente de l'Alliance française de Nour Sultan, justement concernant les défis actuels de l'UNESCO. Dilara, je vous laisse la parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour à tous. Merci Oui. d'abord pour l'organisation de cet événement. Merci, Madame l'ambassadrice. En fait, ma question se pose sur les défis actuels que l'UNESCO a rencontrés dans le contexte de Covid-19. En fait, j'ai entendu dire que maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui sont pas scolarisés parce qu'en fait, beaucoup de pays sont confrontés au problème d'Internet, d'accès à l'Internet, de serveurs, etc. Et je voudrais savoir comment, et on sait bien, il y a des actualités, dans les actualités, il y a des rumeurs qu'en fait cette crise puisse se répéter. Donc, je voudrais savoir, est-ce que l'UNESCO élabore déjà un plan de reprise? Est-ce qu'il y a un plan de, comment dire, stress test, par exemple, pour si jamais il y a encore une crise comme cela dans l'avenir? Et comment est-ce que l'UNESCO fait la contribution au pays, surtout par exemple en Afrique ou dans d'autres pays où déjà le niveau de l'éducation n'est pas très élevé et quand il faut maintenant passer tout à le numérique? Merci beaucoup. Merci à vous. Je réponds. Oui, oui, allez-y. Oui, excellente question. L'UNESCO a été très vite s'est mobilisé pour agir pendant cette crise. La directrice générale a lancé deux initiatives. Une première initiative qui était la réunion des ministres de l'Éducation en visioconférence. Donc on a eu 120 ministres de l'Éducation sur 193 États membres. C'était une grande réussite, une grande mobilisation, qui chacun ont expliqué et avaient envoyé auparavant leur demande de soutien ou aussi leurs propositions. Et ensuite, sur la base de cette réunion-là, l'UNESCO a mis en place une sorte de task force avec une dizaine d'États membres
La France en fait partie, et donc les ministres eux-mêmes participent, l'Éthiopie, la Chine, la Turquie, l'Italie, par exemple, le Japon. Donc les gros contributeurs sont très présents. Et donc cette task force a mis en place des normes, des propositions, des échanges de bonnes pratiques, des échanges aussi de contenu. Et je parle pour la France, nous avons mobilisé tous les vecteurs de communication français, le CNED, alors les alliances, mais je ne sais pas si vous avez été destinataire en compte de tout ça, les radios, radio RFI, etc., les radios, les télévisions, pour que les contenus, mais aussi les véhicules de formation puissent être diffusés aux États membres. Tout ça a été très vite et nous espérons, nous allons avoir un premier bilan, que tout ça a été utilisé, utile. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la crise, la task force s'est réunie, notamment dernièrement, pour organiser le retour en classe. Voir quelles étaient les meilleures pratiques. Et puis, à partir de cette task force, les coopérations bilatérales se sont aussi nouées. Et il nous semble que, évidemment, c'est compliqué de répondre aux défis de manière générale comme ça tout de suite, parce que tout ça est très coûteux, les infrastructures, et vous parliez, Madame, des infrastructures numériques qui manquaient, n'étaient pas disponibles comme ça sur mesure, mais les choses se sont mises en place rapidement. Audrey Azoulay a mis aussi en place, lancé aussi un autre cadre qui est sa coalition mondiale pour l'éducation, qu'elle a lancée avec Angelina Jolie. Alors, tout ça apparaît toujours comme des gadgets, paillettes, strass et paillettes, mais en réalité, c'était de l'argent des donateurs. De grosses télévisions, CNN, la BBC, se sont engagés aussi à fournir des contenus, à utiliser tout leur réseau sur place pour diffuser et faire de la proposition au ministère des éducations locaux pour diffuser les savoirs, organiser des cours à la télé et à la radio. Et les plateformes Internet aussi ont été mises à contribution. Alors bien sûr, là, la contribution des plateformes Internet, ça a généré beaucoup de questions, notamment de notre part, parce que la question de la préservation de la confidentialité, des visages des enfants, etc., de tout ce qui est échangé sur le net, est exposée, et une charte est en cours d'élaboration dans ce domaine-là. Il y a eu une troisième initiative qui a été, en tout cas, on a entendu parler d'une troisième initiative. Certains États membres ont eu la crainte que les professeurs soient du jour au lendemain sans travail, sans salaire, soient mis au chômage, sans travail, sans salaire. Et donc, on souhaitait que l'UNESCO crée un fonds spécial extra-budgétaire pour payer les salaires des professeurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la réaction à cette proposition a été virulente, mais pas de notre côté. Du côté de l'Union européenne et des États du Nord, la question a été, mais nous ne sommes pas l'aide budgétaire n'est plus à la mode. On a laissé ça depuis les années 80, on fait autre chose d'une part, et les États potentiellement récipiendaires on dit, mais hors de question, l'éducation est une compétence souveraine, hors de question que l'on fasse financer les salaires de nos professeurs par des fonds extra-budgétaires. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Merci beaucoup. Merci Dilara. On me pose une question également dans le chat, de savoir un petit peu quel est le périmètre d'action d'un ambassadeur de France et d'un ambassadeur auprès de l'UNESCO. Eh bien, hélas, il est le périmètre que j'ai décrit, c'est-à-dire que il doit, pas hélas, c'est intéressant, je dis hélas parce que j'ai une délégation très petite et que c'est le cas de beaucoup de mes collègues.
Nous sommes donc 193 États membres. Donc, le premier périmètre d'action, c'est de connaître chacun de ces États membres, de sortir de son groupement naturel. Par exemple, pour nous, notre habitacle naturel d'Iribafi, c'est l'Union européenne et c'est le groupe 1 qui est le groupe de l'Europe occidentale. Pour voilà, les Asiatiques. Donc, c'est de sortir, d'aller à la rencontre, de nous connaître les uns les autres, parce que la diplomatie, c'est ça, c'est se connaître, c'est parler, c'est négocier. Et pour négocier, on doit se connaître les uns les autres, mais bien connaître les positions des uns et des autres. Le deuxième paramètre pour définir la tâche, ce sont les domaines. Donc, je vous ai dit qu'il y a 4 domaines d'action: éducation, culture, sciences. Dans les sciences, il y a les sciences dures et les sciences sociales, et puis information et communication. Et dans chacun de ces domaines, il y a les conventions. Pour chaque convention, donc il y a une 50aine de conventions en tout, pour chaque convention, son comité intergouvernemental. Donc voilà l'étendue du travail. C'est énorme. Énorme, d'autant plus que sur chacun des aspects, vous évoquiez tout à l'heure les conventions culturelles, on a parlé des conventions éducation, on peut parler de la science, de l'information, de la communication. Dans chaque domaine, en réalité, tout est très géopolitique. Et même si on souhaite que les choses soient traitées uniquement sur un plan neutre, technique, par exemple pour le patrimoine mondial, c'est la valeur universelle exceptionnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie, valeur universelle exceptionnelle? Chaque État, en fonction de sa culture, a une conception. Donc, on essaie de réunir sur la base de conceptions consensuelles. J'ai parlé tout à l'heure de l'information et de la communication. L'UNESCO a été nommée l'agence coordinatrice par le secrétaire général pour la gestion de la question de l'impunité des crimes commis contre des journalistes. Alors là, qu'est-ce qu'un journaliste? Est-ce qu'un blogueur est un journaliste? Est-ce qu'un média est un média accrédité forcément par l'État? Je sais qu'on a eu, de même qu'on a eu une réunion des ministres de l'Éducation, la directrice générale a organisé une réunion sur l'information et la communication. Et là, on a eu 2 questions que je vous livre intéressantes. On a eu l'Azerbaïdjan qui est intervenu pour dire merci beaucoup, c'est très important ce travail-là, mais nous souhaiterions que le travail qu'engage l'UNESCO soit très circonscrit aux organismes nommés par l'État, en tout cas qui ont une carte de presse, c'est-à-dire nommés par l'État. Donc les blogueurs, les informations indépendantes sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis la Syrie a aussi pris la parole en disant mais nous sommes tout à fait favorables à la liberté d'information et de communication. Simplement, comme nous sommes l'objet de sanctions, nous n'avons pas accès à tel et tel réseau satellite de communication et donc nous avons besoin que ces sanctions soient libérées. Donc vous voyez que tout en fait peut être très politique. Pour l'éducation, on a des normes, l'éducation à la citoyenneté. Ce qu'on met dans les contenus d'éducation, vous imaginez bien que ça varie très largement d'un État à l'autre. On voit toutes les discussions qu'il y a en ce moment en Russie sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les controverses entre la Russie, l'Europe, la Pologne, les pays baltes sur 9 mai, 8 mai, qui est le vainqueur, qui est le responsable, est-ce que c'est le nazisme, est-ce que c'est à une certaine période l'Union soviétique et l'Allemagne. Bon, voilà, toutes ces questions sont tout le temps très politiques, donc on doit avoir une vraie conscience politique et historique de tout ça. Alors, j'ai une autre question pour vous, Madame l'ambassadrice, de Thibaut, qui concerne votre expérience professionnelle. Quelle est l'expérience professionnelle ou personnelle passée qui vous a le plus aidé à appréhender vos missions à l'UNESCO? Alors, je tiens à rappeler pour les participants que vous avez notamment été représentante spéciale de la France chargée de la lutte contre la piraterie maritime,
Vous avez, avant de devenir également représentante permanente de la France auprès de l'OSCE, donc vous avez parlé précédemment, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc justement, vous avez plutôt un parcours lié à la sécurité, également à la défense. Est-ce que ce sont est-ce que ça a nourri votre regard d'ambassadrice de France auprès de l'UNESCO? En fait, oui, il est clair que j'ai ma compétence dans les affaires stratégiques, je ne l'utilise pas sur le contrôle, par exemple, des armes conventionnelles en Europe, je ne l'utilise pas à l'UNESCO. Simplement, le terreau, c'est un terreau multilatéral. Donc, c'est aujourd'hui, voilà, ce qu'on peut mettre en exergue dans mon parcours, c'est la compétence multilatérale et donc la capacité ou le goût de la négociation, de la rencontre avec les uns et les autres et du consensus. L'autre aspect, je pense, de mon parcours et de mon travail, c'est la base de tout ambassadeur et de la politique étrangère de la France, les droits de l'homme. Donc, l'acception, l'universalité et l'individualité des droits de l'homme. Donc, on est dirigé par et géré, on travaille, nos droits individuels sont traités sur la base des 2 pactes internationaux de l'ONU, le pacte international sur les droits civils et politiques et le pacte international sur les droits économiques et sociaux, qui donnent donc à tous individuellement le droit à la liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de la presse, liberté pour les artistes à l'UNESCO, c'est la liberté d'expression des artistes, c'est extrêmement important, mais aussi le droit à l'éducation, le droit à un salaire, etc. Donc tout ça, que ce soit dans un parcours stratégique ou un parcours plutôt culturel, je pense que, et vous me le confirmerez, vous qui êtes attaché culturel, nous utilisons tous et qui est à la base de notre engagement. Et je dois dire qu'il est vrai que mon expérience à l'OSCE, 4 ans passés avec les membres de l'Union européenne, tous les membres du Caucase, d'Asie centrale, la Russie, toute l'Europe orientale, etc., ont été très utiles. D'une part parce que voilà, je les connais un petit peu mieux maintenant, en tout cas à l'aune de mes 4 ans passés avec eux, et que d'autre part, je suis ravie maintenant de retrouver des collègues de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie. Merci beaucoup. Nous avons également une autre question de Barit Goul. De quelle manière pourrais-je prendre part à l'action de l'UNESCO au Kazakhstan? Je suis très intéressée par les questions liées à l'éducation des filles et la protection juridique des femmes dans la société kazakh, et notamment je vous retranscris, mais pour les violences qui leur sont faites, par exemple. Donc, pour agir à l'encontre des violences faites aux femmes et aux filles. Comment justement est-ce que cet engagement peut prendre part au sein du Kazakhstan via l'UNESCO? Alors, je pense que la délégation de l'UNESCO au Kazakhstan met en œuvre des programmes, en tout cas des directives ont été adoptées pour la lutte contre les violences faites aux femmes en général. Ensuite, pour les discriminations à l'encontre des femmes dans leur milieu professionnel et des filles à l'école, pour l'accès des femmes et des filles au sport, et ensuite sur la lutte contre les discriminations à l'encontre des femmes journalistes et des femmes dans le domaine des médias. Donc, normalement, leur rôle est de diffuser ces directives et notamment d'aider les associations ou les individus qui souhaitent s'engager dans ce domaine-là. Ensuite, je vais faire de la publicité pour une autre organisation qui est l'OSCE et qui a aussi adopté des directives très très larges dans ce domaine-là,
Et voilà, j'espère que le bureau de l'OSCE au Kazakhstan les diffuse et les finance des projets. En tout cas, oui, donc Barit Gul, vous pouvez vous renseigner auprès de la délégation de l'UNESCO ici, au Kazakhstan, et puis agir au sein d'une association. Ce sont des premiers déjà acteurs qui pourraient vous permettre d'agir par rapport aux violences faites aux femmes. Et sinon, je vous enverrai le lien si vous souhaitez vers tous ces textes. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame l'ambassadrice? Et au niveau d'une expérience personnelle, c'est vrai que dans la question qui avait été posée par Thibaut, il y avait quelle est l'expérience professionnelle et ou personnelle passée qui vous a le plus aidé à appréhender votre rôle d'ambassadrice auprès de l'UNESCO? Alors, au niveau personnel, je pense que ma vie familiale et individuelle m'ont conduite à, à, à cette profession et à ce goût pour l'immersion dans des milieux culturels divers. Donc, je suis d'origine indienne. Mes parents sont d'origine de Pondichéry, qui est un des comptoirs français en Inde, l'Inde est devenue indépendante en 1947. Les 5 comptoirs français sont revenus dans l'Union indienne en 1957. Et ma famille, donc Pondichéry, un comptoir français en Inde, ma famille est devenue française en 1848. Et à partir du moment où Pondichéry est devenue indienne, ceux de ma famille qui étaient encore à Pondichéry sont tous revenus en France, mais mes parents, mes grands-parents étaient déjà en France. Et donc, j'ai cette petite origine d'ailleurs. Et en même temps, je suis très, très française parce que c'est la culture que mes parents m'ont donnée, c'est la culture que mes parents ont choisie. Et j'ai considéré que les idéaux français, les droits de l'homme, etc., correspondaient et valaient le coup d'être défendus à l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai souhaité m'engager dans la diplomatie française. Mais c'est vrai qu'auparavant, j'ai travaillé à l'ONU. J'étais membre français du secrétariat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc voilà, c'est une première part de la question. Et l'autre côté, c'est que j'ai voyagé avec mes parents. Mon père était professeur d'anglais dans les lycées français à l'étranger. Et je suis née au Vietnam. On a vécu 4 ans. Ensuite, j'ai vécu 6 ans en Éthiopie avec eux. Pendant ces 6 années en Éthiopie, ça a été le moment de la révolution en Éthiopie, donc de la chute de l'empereur Haïlé Sélassié, de l'arrivée au pouvoir de Mengistu, donc de la coopération. Il y a à la fois des histoires de guerre froide, d'influence de l'engagement de l'Union soviétique dans ces pays. Le Vietnam, c'était la guerre du Vietnam. Ensuite, je suis allée au Maroc. Voilà, tout ça m'a donné l'envie de rester dans un domaine d'action étranger et de cohabitation entre les États. Et cette vocation s'est confirmée lors de vos études? Oui, j'ai étudié le droit international public et le hindi à l'Institut des langues et civilisations orientales. Et je reviens, puisqu'on parle de hindi, un des postes que j'ai beaucoup aimé dans la diplomatie a été, et l'ambassadeur on parlera peut-être après de cette expérience, un poste de sous-directeur régional. Et donc, j'étais sous-directrice d'Asie du Sud. Donc, j'avais dans mon empire l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan, Népal, Bhoutan, Maldives, Sri Lanka, est-ce que j'en ai, et Bangladesh. Et c'était passionnant, c'était à l'époque de l'engagement de la France en Afghanistan, et puis aussi du retrait de la France d'Afghanistan pour se retirer de la négociation d'un traité d'amitié et de coopération avec l'Afghanistan. Bon, voilà, énormément de choses passionnantes. Nous avons une question de Laure Castin, qui est conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Kazakhstan.
Laure, je vous laisse activer votre micro pour la poser directement sur la mise en œuvre des conventions notamment. Voilà. Normalement, il est activé, mon micro. Est-ce que Oui, vous nous vous m'entendez? entendons. Oui, très bien. Oui. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Donc, en fait, j'ai une question par rapport effectivement au suivi des inscriptions et également au suivi des conventions. Par exemple, quand on obtient une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, se met en place un plan de gestion avec un cahier des charges assez contraignant. Je pense en particulier à l'inscription au patrimoine mondial des paysages, coteaux et caves de Champagne en 2015. J'avais eu l'occasion, c'était un vrai bonheur de participer à la mission scientifique justement pour le suivi de cette inscription. Et je m'étais rendu compte à quel point c'était contraignant, et à la fois pour les collectivités territoriales, pour le monde vitivinicole. Et je voulais savoir deux choses. La première, c'est est-ce qu'on peut perdre une inscription si on ne suit pas son plan de gestion? Et la deuxième, c'est si le plan de gestion a pu être mis en place pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que ça existe déjà, que le suivi des conventions signées par ratifiées par les différents États membres qui s'engagent sur des priorités ou des programmes puisse être contraignant de la même manière? Ou est-ce un vœu pieux? Merci. Alors, oui, une inscription, hélas, peut prendre fin. Alors, évidemment, c'est un processus à la fois technique et politique très sérieux, parce que vous imaginez les réactions diplomatiques et politiques, mais ça arrive, et du coup, pour compenser ce délistage, a été créée la liste du patrimoine en péril. Mais ce patrimoine en péril est aussi assez mal vu, et je n'ai pas travaillé beaucoup avec l'Asie sur ces questions-là, mais depuis que je suis à l'UNESCO, mais avec l'Afrique, qui demande beaucoup d'engagement de la part des États qui sont plutôt des États donateurs pour les aider à, d'une part, créer des capacités de préservation du patrimoine. Et des capacités, ça signifie aussi des capacités humaines, c'est-à-dire des archéologues, des personnels compétents, et puis des capacités financières et matérielles pour préserver les sites. Et tout ça se transforme un peu aussi en question politique, parce qu'aujourd'hui, la proportion de biens, en tout cas en Afrique, inscrits au patrimoine en péril est bien sûr beaucoup plus élevée que celle de la proportion en Europe, par exemple. Et puis, il y a une grosse différence aussi. Vous évoquiez tout à l'heure, Jérémy, les questions, les nombres de sites, et vous disiez, par exemple, que au Kazakhstan, on a 3 ou 5 sites, je ne me rappelle plus. 3 culturels et 2 naturels, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Au Turkménistan, on en a 3. Au Kyrgyzstan, enfin, ça ne dépasse pas l'Ouzbékistan, c'est 2. Ça ne dépasse pas 5 pour chacun. Et vous citiez à juste titre la France qui a 45 sites, 39 culturels, 5 naturels. L'Italie qui en a 55, 50 culturels et 5 naturels. La Chine qui en a 55, 37 culturels et le reste des patrimoines mixtes. Donc, il y a ça coûte très très cher, et quand on n'a pas ces moyens, soit on est délisté, soit on est dans le patrimoine en péril, et ça crée des tensions politiques. Et alors, la deuxième partie de votre question, madame, je n'ai pas très bien compris. Voilà, c'était en fait, puisque ce système de plan de gestion pour le suivi des inscriptions était assez contraignant, est-ce qu'un système similaire existe pour le suivi de l'application des conventions? Par exemple, vous signaliez tout à l'heure la signature d'une convention sur la reconnaissance universelle des diplômes. Comment est-ce qu'on peut imaginer suivre l'application de cette convention au niveau des États?
C'est un vrai sujet et là, tout ça est en ce moment extrêmement politique. Et donc, il n'y a pas de caractère contraignant pour le suivi de telle ou telle convention, c'est-à-dire la transposition en droit national des dispositions des conventions. La mise en œuvre des conventions en tout cas pour la convention de 72 et la convention de 2003, ne se juge qu'à l'aune des inscriptions et du maintien en liste des biens listés. Merci. J'ai une autre question, si vous le permettez. Comment vivez-vous le fait d'être une femme à l'UNESCO? Très bien. Nous sommes beaucoup de femmes ambassadrices, très actives, voilà. Et puis, au fond, comme femme, moi, je dois avouer ce que je dis, c'est que je bénéficie de tous les combats menés par mes tantes, mes mères, mes grands-mères, mes aînés, et que les choses ont été relativement faciles pour moi. J'ai jamais vécu de beaucoup de discrimination, peut-être une ou deux fois mais j'ai pas beaucoup retenu tout ça. Et à l'UNESCO, de même qu'à l'OSCE auparavant, cela en fait nous donne un lien supplémentaire et un levier d'action supplémentaire, parce que souvent, si on se réunit en tant que femme pour défendre une cause, eh bien on, on met de côté les différences peut-être politiques ou diplomatiques des positions de nos pays. Et parfois, on arrive à plus. Donc, c'est un levier d'action supplémentaire dans ma panoplie. Je vous remercie. Merci Laure. Madame l'ambassadrice, également sur cette question des classements, peut-être une question un petit peu plus polémique, mais comment peut-on expliquer que certains sites, notamment Notre-Dame ou le Louvre, ne soient pas forcément classés au patrimoine de l'UNESCO? Et comment expliquer justement cette différence entre des pays qui comportent un grand nombre de sites classés naturels et culturels et d'autres qui parce que parfois, par exemple au Kazakhstan, on l'explique par l'absence de traces et notamment l'historique de nomadisme des populations kazakhs. Mais comment peut-on l'expliquer dans d'autres pays peut-être où, voilà, où le patrimoine existe, mais où les lieux ne sont pas forcément classés? C'est une question de moyens. De moyens, ce que je disais, la création de capacités, de moyens humains, de moyens matériels, parce que ça coûte, c'est extrêmement coûteux de préparer, et Madame le disait, elle a participé à la préparation d'un dossier de candidature très long, très coûteux, parce qu'il y a d'abord tout le processus français et les nominations, tout le processus national. Et pour la France, c'est extrêmement long. Le comité national est très exigeant et une fois, et très politique. Là, je vous donne un exemple. On avait le Centre du patrimoine mondial, donc, qui est basé à Paris, a établi au fil du temps certains critères pour essayer de réguler les flux. Parce que donc, nous, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Chine avaient beaucoup de candidatures et les autres États qui avaient moins de moyens avaient moins de candidatures parce que c'est compliqué de présenter une candidature et moins de reconnaissance. Et donc, le Comité du patrimoine mondial a établi un premier critère de sélection qui est une candidature culturelle et une candidature naturelle. Une candidature par an pour chaque pays. Et donc, pour nous, cela signifie qu'entre les sites naturels et les sites culturels, on doit effectuer une sélection et qu'on essaie en gros d'alterner une année culturelle, une année naturelle. Et donc, par exemple, là, il y a eu. Donc, ça signifie au plan bureaucratico-administratif des batailles entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Écologie, pour nous. Assez forte, qui arrive au niveau des ministres, ça peut arriver au niveau des ministres.
Et puis, les autorités locales s'en mêlent, etc. Donc, vous voyez qu'il y a énormément. Et puis, la technicité des dossiers est très importante. Voilà pourquoi, j'ai un peu oublié votre question. Du coup, c'était comment est-ce que… C'était pourquoi finalement il y a un déséquilibre entre des pays qui Oui, présentent beaucoup de sites classés, d'autres beaucoup moins, et pourquoi, par exemple, des sites très emblématiques en France ne sont pas forcément classés, des sites historiques, tandis que d'autres vont l'être davantage. Mais je pense que vous y avez répondu justement sur la question des dossiers. Et puis, peut-être que cela peut s'expliquer aussi par une volonté de classer des sites davantage qui représentent une diversité des patrimoines en France. Par exemple, dans les photos que j'ai pu présenter, il y avait le patrimoine industriel qui peine encore aujourd'hui à être reconnu et qui bénéficie d'une reconnaissance progressive. Pour le patrimoine naturel, c'est du patrimoine naturel souvent des dom-toms ou de Corse, comme on a pu le voir. Donc peut-être une volonté aussi de permettre à oui, toute la diversité des patrimoines d'être représentée et pas de se concentrer sur ceux qui ont déjà une visibilité incroyable en fait. Parce que finalement, classer Notre-Dame, est-ce que ça a du sens aujourd'hui quand c'était enfin en tout cas aujourd'hui peut-être, mais avant l'incendie, c'était le lieu le plus visité au monde. Donc en termes de visibilité offerte par l'UNESCO par ce classement, peut-être qu'elle est moindre que pour voilà, un site comme par exemple la cathédrale de Chartres, qui sera peut-être moins connu, je veux dire, dans le monde, et qui sera amené à avoir plus de visibilité par ce biais. absolument. Et puis, il y a aussi une question, et alors je pense que c'est le cas dans tous les États membres, il y a une question que si on oppose Notre-Dame à d'autres sites, Notre-Dame, je crois, est protégée par toutes sortes de normes culturelles nationales, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres sites qui sont moins connus. Bon, c'est aussi politique parce que des autorités locales, de collectivités territoriales, considèrent que ça les aidera à réunir, à rassembler leurs administrés autour d'un projet commun de présenter une candidature. Là, on a un dossier qui s'appelle et qui a été généré, je pense, par la République tchèque, et qui, pour avancer, ça c'est un autre facteur et c'est intéressant parce que ce sont des facteurs du coup de diplomatie et de cohésion, c'est de présenter, et c'est favorisé par l'UNESCO, c'est de présenter des candidatures multi-pays. Euh, et donc, la République tchèque voulait présenter ces spas, les eaux thermales et les spas qui étaient organisés autour. Et elle a fédéré les candidatures autour de ce pays, anglaises, allemandes, belges, autrichiennes, françaises. Et en France, c'est Vichy qui s'est engagé dans ce processus parce que, et on est allé visiter les infrastructures thermales à Vichy, parce que d'une part, le maire souhaitait donner à Vichy une autre histoire que celle de Vichy, voilà, de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, fédérer ses administrés autour d'un projet conjoint qui ne soit pas controversé mais consensuel. Et ensuite, parce qu'il avait essayé d'obtenir des fonds publics, nationaux, locaux, pour restaurer les infrastructures canales et qui n'a jamais obtenu gain de cause parce qu'à chaque fois, ne me demandez pas les limites, mais il pouvait financer le poteau, mais pas le bassin, etc. Et le seul moyen qui lui permettrait d'obtenir des fonds globaux pour restaurer toutes les infrastructures, c'est la candidature au patrimoine mondial. Donc ça, c'est un autre aspect des Et choses. justement, pour citer une liste commune que j'ai évoquée tout à l'heure concernant la fauconnerie, qui est un patrimoine humain vivant, qui a rassemblé de nombreux pays comme l'Allemagne, la France, l'Arabie Saoudite et le Kazakhstan notamment, euh, qui a été inscrit en 2016, je crois. Comment est-ce que une activité, parce que pour les sites, on comprend très bien l'enjeu, qui est un enjeu de préservation, de valorisation, qu'il soit naturel ou culturel. Quand il s'agit du patrimoine humain vivant, quel impact ça a véritablement sur l'activité
et sur la culture des personnes qui font partie, en tout cas, de ces listes communes, d'inscrire ce bien immatériel. Alors, je vais avoir une réponse un petit peu courte, hélas, parce que c'est une question très intéressante. Mais depuis que je suis arrivée en septembre, je ne suis pas beaucoup penchée sur cette question-là et sur les candidatures multi-pays dans le domaine immatériel non plus. Mais j'ai vécu en direct une question qui était une question posée par une candidature du Monténégro. Le Monténégro a voulu déposer une candidature au patrimoine immatériel de danse, de chant et de savoir-faire de la région du Beaucorps. Voilà, ils ont préparé un dossier très lourd à porter, beaucoup de financement. Et c'était un dossier qui était très sensible et très important parce que ça contribuait au Monténégro à symboliser aussi les cultures locales, le Monténégro en tant qu'entité spécifique et pas forcément partie de l'ancienne Yougoslavie, etc. Et à ce moment-là, la Croatie a demandé au Centre du patrimoine mondial et au Monténégro parce que ce soit une candidature conjointe, Monténégro-Croatie. Les Monténégrins n'ont pas voulu parce que au niveau national, c'était un processus de construction d'identité nationale et partager ça avec la Croatie, ça ouvrait toutes sortes d'autres questions qu'ils n'étaient pas en mesure de partager avec la Croatie à ce moment-là, qui changeait complètement le. Et donc, là, on voit à quel point ça ne répond pas exactement à votre question. Parce que Non, mais c'est intéressant parce que ça rejoint aussi ce que vous disiez au début sur cet acteur de multilatéralisme. C'est finalement l'UNESCO, en favorisant les listes communes, favorise ce dialogue entre les pays qui, s'ils souhaitent pouvoir être inscrits, en tout cas inscrire certains biens, vont avoir plus de chances en créant de la coopération entre les ministères, de la coopération entre institutions publiques pour fournir un dossier qui puisse avoir plus de poids et plus d'impact par rapport à ce qu'il symbolise. Donc c'est vrai que ça rejoint complètement ça. Et après, oui, effectivement, si vous y avez répondu, parce que lorsqu'on intègre le fait que certes, il n'y a pas de conséquences directes, mais il y a une préservation d'un bien culturel qui constitue la culture du pays et la culture des personnes vivant dans ce pays. Il y a une valorisation de la culture passée et donc une valorisation aussi de ces multicultures, de ces cultures différentes et parfois un petit peu gommées par une certaine diplomatie culturelle plus anglo-saxonne qui a amené à des disparitions progressives. Et donc, si, il y a l'idée de revaloriser et de permettre de donner une visibilité à des choses qui étaient peut-être en perte de visibilité et de valeur. Absolument. Mais là, c'est vrai que c'est l'exemple de Beaucorps que je donne, c'est non, pardon, Beaucorps, c'est cambodgien, c'est de Kotor. C'est cet exemple, mais en sens inverse. C'est-à-dire que là, vraisemblablement, c'est vraiment une culture partagée entre Croatie et Monténégro. Mais c'est vrai que le processus qui a été enclenché au plan européen, etc., c'était bien sûr de favoriser la coopération entre ces États-là, mais de consolider, puisqu'on avait commencé à les reconnaître, le caractère national, culturel, cohésion nationale de chacun des cultures, de chacun de ces pays. Or là, il s'agit d'une culture que le Monténégro considère comme sienne. La communauté considère qu'elle est monténégrine et pas croate. Il y a des Croates qui disent qu'en fait, eux, ils sont aussi de cette communauté-là. Ils brodent de la même manière, ils chantent de la même manière, ils dansent de la même manière et ils aimeraient bien aller prier auprès de l'église qui centralise tout ça. Et les Monténégrins leur refusent. Bon, voilà. Il y a toutes ces questions entre la Serbie et le Kosovo aussi. Enfin bref, c'est. Mais vous avez raison, si on voit l'important, c'est le multi-pays, le multilatéral, de favoriser le plus possible la cohésion.
Peut-être une dernière question. Est-ce que vous souhaiteriez nous parler d'une action de l'UNESCO qui vous est particulièrement chère, qui vous a marqué? Alors, je vais vous dire une chose. Malheureusement, ces jours-ci, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux vrais dossiers de fond que grâce à vous, auquel grâce à vous, j'ai consacré 1 heure et demie de mon emploi du temps parce que, hélas, l'UNESCO est aujourd'hui, comme la planète, comme le multilatéral, l'objet d'immenses tensions voilà, qu'on voit quand on regarde la télé, quand on entend les uns et les autres s'exprimer, sur ce que c'est que la vie en communauté au sein de la planète, sur ce que c'est que la coopération internationale et sur ce qui fonde les valeurs qui fondent la coopération internationale. Parce que nous considérons au sein des Nations Unies que ce qui constitue la base de notre travail, et pour l'UNESCO, c'est l'acte constitutif de l'UNESCO qui dit clairement pas de révisionnisme historique, lutte contre la suspicion et la méfiance entre nations, parce que tout ça a créé des guerres. Lutte contre le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et le respect de la personne humaine. Donc ça, c'est la charte constitutive. Or, tout ça, c'est remis en question. Parce que beaucoup d'États, maintenant, disent eh bien, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Qu'est-ce que ça signifie Le relativisme culturel prend le dessus. Et donc, c'est l'objet de la bataille en ce moment au sein du multilatéralisme. Et c'est à ça que je consacre mon temps, sans le dire, parce qu'on ne dit pas, aucun État ne dit que les droits de l'homme ne sont pas universels ou que la démocratie n'est pas la base, en tout cas, du travail au sein des Nations Unies. Mais beaucoup d'États disent on doit travailler ensemble pour étudier la valeur de chacun des régimes politiques en activité sur la planète, entre parenthèses, démocratie y comprise. Donc on met sur le même plan les démocraties et d'autres types de régimes. D'autres États disent, eh bien, bon, moi les droits de l'homme c'est très bien, mais vous c'est un luxe. Vous pouvez les défendre, mais nous on doit donner à manger à nos populations. C'est un langage qu'on doit combattre et qui sous-tend beaucoup de politiques, d'éléments de politique étrangère de beaucoup d'États. Et on essaie de rassembler tout ça autour et de préserver les objectifs du multilatéralisme et de la Charte des Nations Unies. Donc voilà ce qui me marque depuis mon arrivée et en ce moment. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Nous allons peut-être arrêter là la rencontre culturelle. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré. Je remercie également tous les francophones qui ont participé à cette rencontre et aux nombreuses questions que vous avez pu poser à Madame l'ambassadrice. Pour ceux qui suivent nos événements, jeudi prochain, nous continuons le marathon littéraire où nous parlerons de Boris Vian et notamment de L'écume des jours. Et samedi prochain, nous recevrons Marion Carré, fondatrice de la start-up Ask Mona, qui travaille à la numérisation et la digitalisation des lieux de culture, musées, instituts français. Et donc, nous parlerons davantage des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle adaptée au monde culturel. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bravo, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo aux apprenants et du français et aux francophones. Et puis, nous sommes à votre disposition. S'il y a des questions, des documents à partager, nous vous les enverrons. Merci beaucoup.